Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est juste pour vous dire merci d'être venus au nom de l'association ACAL, Donc, et puis la CB bien sûr. Donc voilà, je laisse la parole donc, à l'intervenant et à Rachid qui va animer donc, cette conférence. Merci. Donc je m'appelle Rachid, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à cette conférence co-organisée par l'association ACAL et l'association culturelle berbère ou l'ACB. Le thème de cette conférence c'est le mouvement identitaire dans le RIF. Et notre intervenant de ce soir ou cet après-midi, c'est M. Rachid Aha, qui est éditeur du journal Amadal Amazir ou Le Monde Amazir, fondateur et président de la Fondation Méditerranée Montgomery Art, des études Amazir et maghrébin à Grenade et à Mlélia depuis 1997, mais aussi fondateur et ex-président du Congrès mondial Amazir et actuellement président de l'Assemblée mondiale Amazir. Donc le thème, comme vous l'avez constaté, c'est la revendication identitaire dans le RIF. Depuis la guerre du RIF dans des années 20 du siècle dernier, vers 1920 jusqu'à aujourd'hui. Donc notre intervenant va essayer de s'étaler, de survoler toutes les étapes historiques qui ont constitué des jalons dans la revendication identitaire, politique, sociale, culturel, littéraire. Le RIF a connu depuis les années 70, c'était à la fin des années 70 avec l'association Intelaka ou le départ culturel, si on peut traduire ça en français, donc qui a été fondé en 1978 et il a été dissous en 1981 pour des raisons politiques connues dans la période 80, fin des années 70 et début 80, tout au long des années 80, pour des raisons, des moments sociaux, manifestations monstres, par exemple à Nador, la répression du pouvoir, de toutes ces manifestations des manifestations contestataires, si vous voulez. Le RIF a connu, connaît, la revendication identitaire, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que si on peut creuser dans l'histoire, on va trouver en fait que la conscience identitaire dans le RIF, en fait, ça remonte très loin dans l'histoire. Mais c'est vrai en fait qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, il y a des manifestations. Ça se manifeste à travers un certain nombre de choses, à savoir un réseau associatif très dense, conséquent, une production littéraire, scientifique au niveau de l'histoire, au niveau à profusion, un discours qui est, c'est-à-dire si on constate à travers les réseaux sociaux, Facebook et autres, en fait, on constate en fait effectivement il y a de plus en plus de militants, que ce soit des militants ou pas, qui portent ces revendications à caractère identitaire, à caractère revendicatif. Mais aussi bien sûr dans la production littéraire, il y a un certain nombre de productions littéraires, à savoir les romans, les poésies, où cet aspect-là est trop visible. Donc voilà, sans trop tarder, je laisse la parole à notre intervenant, voilà, qui va essayer dans l'intervention portera sur les faits et les idées qui sous-tendent le moment identitaire dans le RIF et à travers les diverses étapes historiques et ses manifestations modernes ainsi que la jeunesse de ce mouvement. Voilà, merci. فمزوارو في أزول في اللون خو مرة تشكار غطاس فمسمونت ACB et Action culturelle Amazir laïque لقايا يانك أكيو
خرجت مسرجت جد مهمة ذي الوقتية ولكن غاس الأبعاد في التاريخ. Je remercie énormément les deux organisations ACP et IACL pour cette conférence et surtout je vous remercie de votre présence, de faire votre possible d'y être avec nous ici. Le thème a été choisi par les organisateurs sur la revendication d'identité amazigh dans le Rif. Et là, ça m'est venu l'idée de l'associer le passé avec le présent. Le présent avec une région du Rif que dans les années 20, c'était un exemple qui inspirait pas mal de révolutions dans le monde, mais qu'actuellement, c'est une source de préoccupation incroyable, un danger qui va se répercuter dans un futur proche, non pas seulement sur la région d'origine qui est le Maroc et l'Afrique du Nord, c'est sur l'Europe elle-même. Et là, je commencerai ma conférence par une introduction sur le fait que, à la suite des événements du 16 mai de Casablanca en 2003 et du 11 mars 2004 à Madrid, j'avais créé un article fort à l'époque. J'attendais qu'allait susciter tout un débat national au Maroc. Mais malheureusement, les autorités marocaines étaient intelligentes, dans ce sens, elles l'ont passé sous silence. Et ça s'appelait l'école marocaine produit des terroristes d'Al-Qaïda. Alors j'expliquais pourquoi l'école, les livres pédagogiques, contribuaient à permettre à que des jeunes soient déracinés en elles-mêmes et soient des proies faciles au radicalisme islamique. Et à l'époque, il paraissait qu'il y avait un commandant de la garde civile Amélia. Il a lu l'article et ça lui a attiré l'attention et il faisait sa thèse de doctorat en sciences politiques. Avec le temps, il est devenu colonel de la garde civile. Il a fait sa thèse et il l'a soutenu à Madrid et il a eu ce mérite de m'inviter même d'y être à la présentation de sa thèse. Et c'était quoi sa thèse? Alors expliquer, et la ville du Melilla, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est toujours une ville au nord du Maroc, occupée par l'Espagne en 1492, il continue toujours. Alors il y a une population civile, on va dire, des citoyens européens, mais dont la grande majorité sont d'origine amazigh. Alors la question de Manuel Llamas, il a sorti sa thèse sous forme d'un livre, il s'appelle Melilla et l'islamisme. Alors il se demande comment se fait-il que la jeunesse de Melilla, qui vivent en quelque sorte dans un état démocratique qui est l'état espagnol, se radicalise en faveur de l'islamisme politique. Et à la fin, il est arrivé à ce qu'on disait toujours nous, en tant que mouvement amazigh, dans la ville de Melilla, on a toujours revendiqué que la langue amazigh soit officielle dans la dite ville, que le fait que les autorités éducatives ne enseignent rien aux enfants amazigh dans ces écoles, qui constituent maintenant la majorité de l'école de Melilla, ils ne leur enseignent ni la langue amazigh, ni leur histoire, ni leur religion, ni surtout le plus important, leurs valeurs. Parce que les valeurs amazigh, en fin de compte, si on les compare avec les valeurs occidentaux ou les valeurs européennes, ils sont presque dans la même longueur d'onde. Et cela, il est méconnu totalement. Et vous pouvez passer dans la ville du Melilla et vous avez les ruelles, ils sont tous au nom des militaires, des capitaines, des généraux, des trucs, mais vous n'avez aucune ruelle au nom d'un amazigh, sauf Abdelkader, qui est le cahier de Aït Chicha, qui avait défendu la ville lorsqu'Abdelkrim est arrivé à ses portes en 1921. C'est ça le grand problème, c'est que, et je lui avais dit à Manuel Llamas, et aussi au juge
qui avait disons qui a pris le procès des terroristes du 11 mars, je dis, ce livre-là, il suffit juste d'enlever le terme milliard. Vous mettez Paris, Strasbourg, Bruxelles, Anvers, là où il y a la communauté nord-africaine, ça revient presque identique. Et là, je reviens un peu au terme, c'est sur le fait que les Rifains, dans leur grande majorité, les Al-Nazirs par extension, méconnaissent complètement leur histoire. Ils la méconnaissent parce que les États d'origine, ils ne l'enseignent pas du tout. Et même si au Maroc, ça fait 3 ans que c'est une langue, l'identité américaine est reconnue, mais rien n'a changé dans les manuels scolaires. Rien n'est fait dans les débats télévisés pour que les gens sachent leur propre histoire. Alors à l'époque, il y avait dans les années 20, Mohamed Abdelkrim al-Khattafi qui s'est rebellé contre l'Espagne. L'Espagne parce qu'il n'a pas voulu, même s'il était collaborateur, lui et son père, avec les Espagnols pour la colonisation de notre confédération d'origine qui sont les Ekhraïens après l'extension vers Tlemcen ou des trucs, mais ils ne voulaient pas que l'Espagne colonise leur propre tribu qui était les Aïtouariens. Lorsqu'ils ont vu que le général Sylvestre, avec en complicité le roi Alfonso XIII, ils allaient l'occuper, il s'est rébellé. Il était emprisonné à Melilla, il a essayé de s'enfuir, il a cassé son pied, il n'a pas pu, mais après, avec le prétexte de voir la famille, il s'est sauvé à la ville d'El Hoceima, et là, il a commencé à unir de sa propre tribu, les fractions de la Confédération d'Aït-Ouariara, et après il s'est mis en contact avec la Confédération, les tribus de Tlemcen, les très grandes Aït-Oulichik d'un côté, où Jbel Qadma, ils ont déclaré qu'ils vont faire la guerre contre les Espagnols. Ça vient la bataille d'Anoual, très fameuse, et il y a avec les officiers qui avaient capturé Abdelkrim, une contre, on va dire, rançon de 4 millions de pesetas à l'époque. C'est un argent énorme. Ça, c'est ce qui lui a permis à Abdelkrim de créer un État moderne dans les années 20. Et dans cet État avait inspiré des révolutionnaires du Parlement. Vous avez Ho Chi Minh. Pourquoi il a inspiré Ho Chi Minh par rapport au Vietnam? Parce que dans les années 20, il était syndicaliste, il était communiste, et il vivait à Bordeaux. Et le Parti communiste français, et en moindre mesure le Parti socialiste, il avait de la sympathie avec la République rifaine. Et il y a la même époque, bien sûr, il y avait Ho Chi Minh, elle s'est inspirée, il y avait les rebelles cubains à travers un colonel qui a fait la guerre contre Abdelkrim, comme il a vu la guerre des guérillas, et il a essayé de la faire durant la guerre civile d'Espagne, ça n'a pas marché, et lorsque Franco il a gagné, il s'est réfugié au Mexique, il a rencontré Fidel Castro, Che Guevara, il leur a dit, si vous voulez abattre le général Bautista, alors il faut faire comme a fait Abdelkrim, c'est faire une guerre du guerrier. Il les a entraînés au Mexique, ils ont fait de la Gramla, c'est toute une histoire. Mais ce qu'il faut savoir, et on ne donne pas assez d'importance. On en parle beaucoup quand Abdelkrim avait combattu contre les Espagnols, mais la guerre qu'il a fait contre la France, c'est plus importante que celle contre les Espagnols. Parce que la France, il avait mobilisé dans ces années 20 une armée de 700 000 soldats. Chose qu'il ne l'a pas fait ni pour la Première Guerre mondiale ni la Deuxième Guerre mondiale. Il avait mobilisé toute l'aviation qu'il y avait à l'époque. On l'appelait l'aviation chérifienne. Ils ont déversé des tonnes et des tonnes de bombes, de toutes sortes, incendiaires, tout cela. Et avec la complicité, avec les accords secrets militaires avec les Espagnols, ils ont utilisé même des gaz de moutarde, des armes chimiques pour exterminer en quelque sorte le peuple. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur faisait tant de peur contre un petit État dans quelques montagnes? Il n'y avait pas de grandes richesses.
On disait qu'il y avait de l'or dans Jebel Hammam, il n'y a jamais eu de découverte de cela. Il n'y avait que les mines du fer, c'était la raison un peu de l'entrée de la colonisation espagnole dans le Rif, dans la région de Nador, Jebel Ouaksel, mais il n'y avait pas de grande richesse. D'ailleurs, les gens ils étaient pauvres, ils subsistaient avec l'agriculture de subsistance dans les terrasses des montagnes. Cela, pourquoi ils ont mobilisé tant de force contre la République du Rif? Parce que Abdelkrim, il était un nationaliste. Il était au fond un nationaliste amazigh. Et là, je vais vous donner des arguments pour refléter ce que je dis. Là, le nationalisme a été totalement étranger à cette poussière de tribus marocaines, disparates les unes aux autres, et que c'est l'avènement du colonialisme qui en a suscité à son insu le sentiment national. À l'opposé de ces points de vue, Jacques Perc soutient qu'il ne s'agissait plus cette fois d'un marabout local, conducteur du djihad et prometteur du paradis contre l'infidèle, mais d'un chef politique ayant élargi ses ambitions jusqu'à l'idée nationale et même jusqu'à un jeu international. Et effectivement, Abdelkrim se distinguait, et là, mon rêve, c'est qu'il y ait un bon film sur Abdelkrim, surtout pour donner de grandes leçons à ces djihadistes qui ont déformé toutes les leçons de l'islam. Abdelkrim n'a jamais osé penser qu'il y ait des bombes humaines. Jamais. Même le fait qu'il n'a pas occupé Melilla et il était à ses propres mains, c'était le fait qu'il ne voulait pas que les tribus amazighes, ils étaient surchauffés, disons, avec cette avalanche de Anoual, Jbel Aroui, jusqu'à Melilla, qu'il allait faire des crimes contre la société civile, qu'ils allaient tuer des enfants, des femmes et des vieux qui sont pour rien dans la guerre. Et c'est Abdelkrim qui a stoppé. Et c'est pas Abdelkader qui a résisté contre lui, c'est lui-même. Et en plus, il a vécu à Melilla, il avait tissé de relations amicales à tout cela. Et là, ça se reflète dans sa lettre, comme quoi Abdelkrim, il faisait avec les chefs antérieurs à lui, que ce soit Sharif Mohamed Zian, les Hiba, un tas de Mohamed Zian, un tas de grands résistants marocains et même ailleurs dans l'Afrique du Nord, Omar Mokhtar en Libye, en Algérie, Abdelkader. C'est cette lettre qu'il avait écrite lui-même, Abdelkrim, un journal en 1922, c'est écrit lui-même en chef de guerre en espagnol. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi la langue, on va dire, du Coran pour l'exprimer comme quoi il faisait la guerre sainte. Pas du tout. C'est pour cela qu'il faisait une guerre de libération. De libération, il disait: comme je vais manifester par la parole, je réitère par écrit que le RIF ne combat pas les Espagnols, ne sent aucune haine envers le peuple espagnol. Le RIF combat cet impérialisme envahisseur qui veut lui arracher sa liberté à force du sacrifice moral et matériel de notre peuple espagnol, de noble peuple espagnol. Je veux demander que vous manifestez à votre peuple que les RIFAins sont disposés et en condition de prolonger la lutte contre l'espagnol armé qui prétend lui enlever ses droits. Par contre, ils ont leur porte ouverte pour recevoir l'espagnol sans armes, comme technicien, comme commerçant, industriel, agriculteur et ouvrier. Vous voyez, dans les années 20, quelqu'un des montagnes qui connaît vraiment, il s'est formé dans la théologie islamique à l'université de Qaraouie, il distingue vraiment bien les gens civils des militaires, les gens qui veulent coloniser et les gens qui veulent du bien pour le pays. Ilioté, il était conscient de cela. Une fois qu'il y a eu la grande défaite de l'armée espagnole à la bataille d'Anouel, il le dit, le maréchal Lyoté: je vois pointer un Mustafa Kemal dans les montagnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attardé, il n'a pas perdu de temps.
il a commencé à construire des fortifications tout au long de la zone espagnole pour la séparer de la zone française. Il savait que cette révolution, il ne fallait pas être circonscrite à la zone espagnole, sinon aller contaminer, pas contaminer, se propager à l'autre côté. Alors, dans le couloir de Taza, on le dit, vers Fès, Meknès, ils ont fait des fortifications partout pour arrêter, pour que les tribus rifènes ne s'allient pas avec les tribus les plus proches qui sont du Moyen Atlas. Et effectivement, la France, elle a provoqué Abdelkrim parce qu'il voulait que les tribus du Bnei Zeroual ne donnent pas du blé aux tribus rifènes. Ils ne pouvaient pas mourir de faim. Et en plus, ils étaient même circonscrits dans la zone espagnole. Et les Français, ils ont provoqué l'armée populaire d'Abdelkrim. Et il y avait cette guerre de convention, c'est pas une guerre de guérilla, de convention, armée face à une autre armée. Et dans quelque chose, 24 ou 25, on le dit la marée rifène. Toutes ces fortifications sont tombées en quelques semaines aux mains des rifins. Et Abdelkrim allait entrer au Fès. Et c'est la même chose, il n'a pas voulu rentrer à Fès. Il a fait un truc, bon, il a brûlé un peu la porte, on l'appelle le Mahrouqa à l'époque, de peur que les guerriers rifins, c'était des gens des montagnes, ne savaient pas administrer une ville qu'ils pouvaient libérer. Chose, le fait qu'il n'est pas rentré, bon, a été exploité à l'époque par le sultan et les colons français. Il y avait la fête de l'Aïd, ils ont fait un discours, ils ont même permis le recrutement de 7000 goumiers marocains contre les troupes d'Abdelkrim. Mais pour vous dire, le projet d'Abdelkrim était un projet nationaliste. Et il admirait à l'époque l'exemple turc. Pourquoi? Le fait qu'il était armélien dans les années 10, il lisait beaucoup la presse. Alors il suivait ce qui lui a permis, à l'époque il n'y avait pas de Facebook ni d'Internet, cette presse, ça lui a permis de savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Alors l'exemple de la Turquie, ça lui a beaucoup inspiré. Et lui-même, il le dit. Et je prends un peu ce qu'il a dit à Al-Manar en 1926. C'est très important. Je me suis investi à fond dans la tâche de libérer ma terre de l'influence de ces chirs, qui n'étaient qu'un obstacle pour conquérir la liberté et l'indépendance. J'ai beaucoup aimé la politique de Turquie, parce que je savais que les pays musulmans ne peuvent être indépendants qu'à condition de se libérer du fanatisme religieux. Et Moulando, peut-être suivre ou admirer les peuples d'Europe. Mais les rifins ne m'ont pas compris. Et celle-ci fut ma grande disgrâce et la leur. Comme par exemple, les chirs, ça veut dire les religions en quelque sorte, se sont fâchés lorsque je suis apparu en uniforme militaire. Chose que je n'ai pas répétée. Ces chirs étaient aussi les ennemis les plus implacables envers moi et envers mon pays, à fur et à mesure que celui-ci progressait. Ils ont fait tout leur possible pour bloquer ma politique, arrivant à tel point, et sans limite, qu'ils disaient que je voulais suivre l'exemple de Turquie et que cela allait amener à donner inévitablement la liberté aux femmes et que ces dernières termineraient à mettre des chapeaux et à s'habiller comme les femmes françaises, en plus d'imiter leurs coutumes, etc. L'exemple était clair. Ce que faisait Abdelkrim, c'était la création d'un État moderne, nationaliste. Il y a des pourquoi un nazir? Et les raisons, c'est simple. Parce qu'Abdelkrim, il fut, par chance, l'un des premiers professeurs de la langue amazigh. Et il enseignait à Melilla dans les années 1914. Là, il y a une photo. Là, en tant que professeur de l'Académie d'arabe et de Shilha à Melilla. Et il avait même enseigné
un rifa de Benin Sal, de la région de Zoja. Et lorsqu'il est venu, le roi Alphonse XIII, petite histoire entre parenthèses, il lui a demandé à ce rifa parce qu'il était fils d'un caïd, d'un notable, le caïd abzien. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux devenir lorsque tu seras grand? Il lui a dit, militaire. Alors le roi Alphonse XIII, il a fait tout pour qu'il suive cette carrière. Et après, il est devenu maréchal. C'est le maréchal ancien, en quelque sorte. Et c'était un élève d'Abdelkrim à l'époque à cette école. Et Abdelkrim avait écrit, aussi en espagnol, sur la langue amazigh, un texte publié Télégramme d'Emilia. Bon, je vais dire l'introduction, ça va sortir dans l'article avec toute la traduction de cet article. Les 3/4 de la population de l'Empire marocain sont de race berbère. Ils correspondent, les autres, le reste, ils correspondent d'origine arabe. On peut assurer que de Sousse jusqu'à Tunisie, les populations berbères sont prépondérantes jusqu'à tel point que les Izouanas, les habitants au-delà d'Alger, ils parlent la même langue que les Kabyles, les gens des tribus de Rif. C'est là où il y a une grande importance d'étudier le Shilha, la langue amazigh, pour les Espagnols, parce que cette école s'était fait surtout pour les officiers espagnols à l'époque. Après qu'il était enseignant du Tamazigh, lorsqu'il a envoyé la lettre de reconnaissance des institutions de la République confédérée la République des tribus de Rif, confédérale des tribus de Rif. La République rifaine des tribus confédérées de Rif. Bon, c'est une chose comme ça. À la Société des Nations, c'est l'organisation à l'époque qui va donner naissance à ce que devenu maintenant les Nations Unies, l'ONU. Et il lui disait, je vais le lire en arabe, je vais faire une traduction rapidement. إن بلادنا تشكل جغرافيا جزءا من إفريقيا ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل وبالتالي فقد شكلت جنسيا عرقا منفصلا عن سائر العروق الإفريقية التي اختلطت بالأوروبيين والفينيقيين قبل مئات السنين بفعل الهجرة. كذلك تختلف لغتنا بصورة بينة عن اللغات الأخرى المغربية والإفريقية أو سواها. C'est important ce qu'il dit ici, que l'Afrique, le Rif, il fait partie de l'Afrique. Déjà la projection africaine. Ça n'a rien à voir en quelque sorte avec le Proche-Orient. Voilà, la déclaration d'indépendance pour qu'il soit reconnu par la Société des Nations. Dans cela, c'était l'exemple pour Ho Chi Minh, Mao Tse-tung, pour les peuples, on va dire, d'Afrique, d'Asie à l'époque, d'être reconnus leur indépendance. Et il le dit clairement que ce que parlent les Rifains, c'est pas la langue que parlent les autres Marocains, en faisant référence à l'arabe dialectal ou à la langue arabe. Mais là, le nationalisme d'Abdelkrim qui faisait tout le monde peur, que ce soit un Atatürk d'Afrique du Nord et que la colonisation commençait à envahir les 3 continents, à l'époque surtout le continent africain et asiatique, ils se sont entendus, il fallait stopper cette expérience, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. C'est pour cela la France, comme je vous ai dit, elle a mobilisé une armée qui n'a même pas mobilisé pour défendre elle-même. Et à part cette expérience, c'est inspiré des nationalistes nord-africains. Au lieu d'aller dans le sens d'un nationalisme autochtone, je dis d'Afrique du Nord, ils ont pris l'idée de nationalisme d'Abdelkrim, l'idée de créer un État moderne, mais en important un nationalisme de Proche-Orient, par l'influence à l'époque, bien sûr, de certains réformateurs qui vivaient en Égypte et dans les pays de Proche-Orient. Alors, et c'est pas une coïncidence pour vous dire, juste la fin de la guerre du Rif,
qui est en 1927, c'est pas 26 avec la reddition d'Abdelkrim, parce que Ahmed Khalilou a continué à combattre les Espagnols. C'est un lycée de mouvements nationalistes nord-africains. L'un, il est marocain, c'est la création de groupes d'action marocain qui après ça a développé, ça a donné la naissance au parti de l'Istiqlal, et de l'autre côté le mouvement l'étoile nord-africaine qui a été né ici en France à Bordeaux de la part du Messé Haj. Pourquoi Messé Haj? Parce qu'il avait ses relations étroites avec le parti communiste et ils faisaient des manifestations ensemble en faveur de la République de Rifa à l'époque. Et bien sûr, ils se sont inspirés dans leur idéologie, bien concernant l'État, mais avec une idéologie d'ailleurs. Et cette idéologie, malheureusement, il faut le dire, beaucoup d'historiens en ont parlé du nationalisme arabe, il s'est inspiré, il faut le dire, des thèses nazistes, pas mal d'historiens ont dit cela, et je veux lire une certaine revue, un article qui a été publié ici, Vie et mort de panarabisme. Il disait, au même moment, le panarabisme devient une idéologie de combat interne plutôt qu'externe, diffusant une culture de la violence dont le Moyen-Orient ne s'est jamais remis à ce jour. Et alors qu'il se voulait un projet unitaire dépassant les antagonismes confessionnels et tribaux, il devient un instrument aux mains des fractions tribales ou confessionnelles qui s'en saisissent, chacune à sa manière, pour imposer leur hégémonie sur l'État et son appareil et bannir le pluralisme de la vie politique. Nicolas Van Damme a éclairé le mécanisme pour la série dans un essai magistral et lui montre en particulier comment le groupe Alaouite mené par Hafiz al-Assad est parvenu à évincer progressivement des clans concurrents pour s'assurer de l'exclusivité du pouvoir. Le contrôle de l'appareil militaire a été déterminé en le renforcement de l'appareil d'État à suivre. Toute notre expérience, et là c'est Akram Hourani qui se confesse, un journaliste appelé Zaid Fahmi. Toute notre expérience nationaliste est inspirée du national-socialisme de l'Allemagne nazie. Prenez bien note de ce que j'ai dit. Dans les années 40, nous avons subi l'influence de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Bon, je passe parce qu'il y a pas mal, mais je vais faire une certaine définition assez rapide du nationalisme arabe. Ce n'est qu'avek Sati al-Husri que l'idée de nation arabe englobera l'universalité de tous les Arabes, unis par la langue, la culture et l'histoire. Sati al-Husri, influencé par le nationalisme germanique de Haïdar et Fitch, posera les principes le principe d'un nationalisme romantique, populiste, antiprovincialiste, fondé sur la langue et l'unité culturelle de l'Umma arabe. Le concept d'Umma qui est alors l'universalité des peuples, des croyants pour définir l'universalité d'un peuple parlant, tous les pays dont les habitants parlent la langue arabe sont arabes. Et là, ça vient l'idée de ce nationalisme dont seront victimes toutes les ethnies, tous les peuples, que ce soit d'Afrique du Nord ou de Proche-Orient, et qu'en fin de nom, comme conséquence, on a toutes ces guerres civiles au Proche-Orient et même en Afrique du Nord, comme le cas de la Libye. Et vous allez, bien sûr, l'un des grands idéologues du parti de l'Istiqlal, qui vient influencer toute la vie politique marocaine contemporaine, il le dit clairement. قلت إن مشكلة العربية في بلادنا مزمتة وأعني بذلك أن التعريب الذي بدأ أجدادنا لم يتم في هذا الوطن فما يزال قسم من جبال المغرب لا يتكلم العربية ولا يتقن الكلام بها وهذا على عكس ما انتهى إليه الأمر في كل من تونس وليبيا والبلاد المشرقة. على الفصيل disait il y a encore des gens qui parlent encore le berbère dans les montagnes et il faut que la politique d'arabisation soit continuelle afin d'arabiser tout le monde. Et vous avez un autre aussi qui a inspiré beaucoup la gauche marocaine, il est sorti aussi du parti de l'Istiqlal, Mohamed Abid al-Jabiri, il le disait clairement إن عملية التعريب الشاملة يجب أن تستهدف ليس فقط تصفية اللغة الفرنسية كلغة حضارة وثقافة وتخاطب وتعامل بل أيضا وهذا من الأهمية بمكان العمل على إماتة اللهجات المحلية
al-barbaria minha wal-arabia. Ça veut dire, Jabiri il disait, la politique d'arabisation qu'ils ont imposée dans nos pays, que ce soit le Maroc, en Algérie et ailleurs, il y a les mêmes idéologues en Algérie, en Tunisie, en Libye, c'était le fait d'exterminer les langues, il disait locales bien sûr, c'est les langues amazighes, et inclut même le darija, et en fin de compte, on se retrouve que là, c'est une belle carte politique. Au Maroc, il y a presque 33 partis reconnus. Et la grande majorité de ces partis, à la fin, descendent d'un parti mère, qui est le parti de l'Istiqlal. Et le fait de descendre d'un même parti, ils ont tous hérité la même idéologie. C'est-à-dire dans ce sens que la mazérité ou la langue amazigh ou la culture ne doit pas continuer à y figurer. Et effectivement, ça fait 3 ans que la langue et la culture amazigh sont reconnues dans la Constitution, la loi suprême de l'État, mais rien n'a été fait, ni par ces partis. Ils sont au pouvoir, d'autres sont dans l'opposition, ils font même pas procès, comme ça n'existe pas, c'est comme s'ils gagnent du temps pour que l'arabisation touche de plus en plus les enfants amazigh. Ce que je voulais dire par là, et c'est une urgence que les jeunes connaissent leur histoire, connaissent leur langue, leurs valeurs et tout cela. Parce que dans l'article que je disais, l'école marocaine produit des touristes, je le disais clairement. Je vous dis, nous, à l'époque, dans les manuels scolaires, on enseigne qu'avant l'islam, lorsque quelqu'un a une fille, il l'enterrait vivante. C'est pas du tout le cas pour l'Afrique du Nord, dans toute l'Afrique. La femme, elle était une reine, elle était au sein du pouvoir, elle dirigeait des tribus, il y avait des femmes philosophes à l'époque, je ne sais pas, romaine, avant même Rome. La même chose, la violence, elle était bannie dans nos valeurs. Lorsqu'quelqu'un, et les anthropologues la reprennent tous, s'il fait un crime horrible, il n'est jamais condamné à la peine de mort. La peine la plus dure qu'on pourrait faire à quelqu'un, c'est d'expulser de sa tribu. Pourquoi l'expulser? C'est lui enlever cette identité tribale, cette identité collective qui appartient à une communauté en quelque sorte. Mais dans nos manuels, maintenant, il y a des versets aux enfants, on leur dit, hein, si une femme trompe son mari, il faut la frapper, des trucs. Mais l'enfant, il ne distingue pas le fictif de la réalité. En quelque sorte. Le fait qu'il y a ce manque d'intégrer une politique vraie en faveur de promouvoir la culture et la langue amazigh, ce que font les jeunes amazighs qui sont déracinés du truc, ils sont gagnés malheureusement par ces groupes radicaux. Et moi, ça m'a fait beaucoup mal au cœur de voir des gens de ma propre ville, de Milia et d'Onadan, de ce côté, s'intégrer au sein de la CNI pour combattre les Touaregs de Eminela, pour combattre les musulmans Touaregs. Est-ce qu'il y a des musulmans plus que les Touaregs qui peuvent faire le jeûne à 50 degrés pendant l'été dans la planète Terre? Est-ce qu'il y a des musulmans plus que les Touaregs qui font les 5 prières chaque jour et se lèvent même à l'aube pour le faire, et tu allais combattre et tu les traites de kuffar? C'est intolérable. Il est même jeune, et il lui disait, Manuel Yamas, dans son livre, vous allez sortir ici il n'a pas terminé la livre, il est sorti du truc, et effectivement, les premiers éléments qui se sont intégrés dans le mouvement Daesh, c'est de la région de Rif. C'est de Ceuta et Melilla. Il y avait même des jeunes filles qui sont intégrées. Et dernièrement, tout le monde se demande comment se fait-il, la grande majorité, le gros, ça vient des régions de Tétouan et Tanger. Peut-être je vais terminer par ça, et dans le débat on ressortira. Pourquoi de Tanger?
Parce que Tanger et Tétouan, ils sont formés en grande majorité par des rifins berbérophones, que dans les années 30 ou dans les années 20, ils avaient abandonné leur tribu de Tebsamen, de Bantiyab, de Drewush, de Mivar et du truc pour aller habiter dans ces villes. Il y a un phénomène, et c'est ça le paradoxe. Le paradoxe des Mazirènes. Et il le disait Gabriel Camps. Il disait, lorsqu'il a eu la colonisation, ça a commencé en 1907-1910, la population marocaine citadine, il n'était même pas 10%. Le reste, c'est 90%, ils étaient tous dans les montagnes, dans le monde rural. Et en grande majorité, sont tous mazérophones. Alors, la colonisation a permis, avec l'urbanisation, que les gens descendent des montagnes et habitent dans ces villes. Et après, il y a eu ce phénomène d'émigration vers l'Europe, pour dire que le gros de l'immigration nord-africaine en Europe sont soit des Kabyles, soit des Rifins, soit des Siciliennes de l'Ouest du Sud, et dernièrement, une récente de moyenne à travers vers l'Italie. Gabriel Camps, il disait, ces immigrants descendants des mines devaient berbériser les villes. Et ce qui s'est passé, c'était le contraire. Les villes ont arabisé ces populations énormes. Vous avez fait, si vous demandez, tous ils vont te dire, ils sont des Tzidden, ils sont Rochen, des trucs, Mekines, la même chose, des trucs. Alors, le Tétouan et Tanger sont des populations riveraines qui se sont arabisées. On va dire, il y avait le phénomène avec l'expulsion des Maoris, mais c'est un phénomène toujours récent. Et c'est ça le truc. Lorsqu'une population s'arabise, il perd un peu son identité d'origine, il est prêt à embrasser les thèses radicales, quoi qu'il en soit. Et ce qu'il y a maintenant, c'est le daachisme tellement. Merci à Rachid Raha. En fait, si je me permets de récapituler juste en fait, les thèses qui ont été développées dans son intervention. Tout d'abord que les Rifins et les Amazirs en général, ils ont une espèce de méconnaissance de leur culture, de leur patrimoine matériel et immatériel, de leur histoire, et ils ne savent pas ce qu'ils sont. Et du coup, en fait, on voit ce phénomène, le phénomène, ce qu'on appelle en fait l'intégration de certains du Daesh, ou l'armée islamique, qui compte en fait. Voilà, qui compte établir un califat en Syrie et en Irak. Aussi que l'expérience du RIF, en particulier celle de Abdel Khattabi, est une expérience intéressante, parce que, une expérience intéressante dans la mesure où il a constitué un État qui a donné l'exemple à un certain nombre d'États modernes, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et d'autres au Proche-Orient. Aussi il y a la question de Abdel Khattabi comme étant un nationaliste amazighi. Là, j'aimerais bien en fait dans l'intervention, je pense, dans le cours de l'intervention, j'aimerais bien avoir un peu plus d'explications sur ça. En tout cas, personnellement, je n'ai pas bien compris. Ensuite, il y a effectivement, Abdel Khattabi fut l'un des premiers enseignants de Tamazirt. Et voilà, donc c'était les idées que j'ai retenues en fait de l'intervention de M. Rachid Raha. Et je passe tout de suite la parole à la salle pour poser des questions. Et je tiens consigne, on a jusqu'à 17h. Là, il est 16h. On a jusqu'à 17h pour débattre. Et deuxième consigne, c'est que ça serait bien de poser une question au sens propre du terme, au lieu de faire des commentaires et de s'étaler sur les sujets. Voilà, merci. On va prendre en fait question par question. Donc il y aura une question, il y aura une réponse, et ainsi de suite. Alors, votre intervention consistait à
faire Le micro, on l'enregistre. Je ne peux pas parler dans les... On enregistre l'émission, c'est pour ça. Oui, bonjour. Alors, votre intervention consistait à faire un aperçu de la revendication identitaire à navire dans le RIF. Alors, vous êtes parti des années 1920, et par contre, vous n'avez pas vraiment parlé de la revendication actuelle. Et que pensez-vous de la revendication, enfin, de la radicalisation des revendications dans le RIF, qu'elles soient identitaires ou autres? Parce que maintenant, il y a des phénomènes, en fait, les revendications partent de l'idée que, voilà, puisqu'on ne nous entend pas, puisqu'on ne reconnaît pas nos spécificités, qu'on ne nous considère même pas, d'un point de vue politique ou autre, on va s'autogérer, voilà, d'où les revendications indépendantistes dans le RIF, et ce qui est commun d'ailleurs à d'autres régions berbères. Donc voilà, que pensez-vous de la radicalisation des revendications? Merci. Ce que je voulais terminer par cet exposé, le danger qui va venir. Il vient de le souligner. Moi, j'étais vraiment conscient de cela lorsque ça a commencé, le phénomène d'âge. Je commençais à voir des jeunes, surtout d'origine européenne, qui aillent à travers Turquie et s'introduisent en Syrie, en Irak. Ça a été dit en quelque sorte, personne ne lui a donné d'importance, un article de Libération de 28 octobre 2014. C'est quoi? Et je vais vous répondre à votre question de radicalisation. Ce que la grande majorité des jeunes européens, en France on a trouvé quelques centaines, mais il y a des jeunes qui sont allés d'Europe, d'Allemagne, de la Belgique, d'Espagne. Ils sont majoritairement, en parlant de la région de Rif, concrètement. Ce qui est surprenant, on n'en trouve pas rarement des gens du sud du Maroc, de Sousse, en quelque sorte. Et Sousse, il a cet avantage, c'est qu'ils connaissent, c'est une éducation là, populaire, ça se fait en tout temps, ils connaissent très bien la religion. Ils sont vraiment, exactement, de plus jeune âge, ils ne savent pas, mais ils font un équilibre. Ce qui est à la religion et ce qui est à la vie terrestre, en quelque sorte. Dans une conférence à Grenade, j'avais sorti une image pour vous expliquer pourquoi le phénomène d'urbanisation a facilité beaucoup la réislamisation politique des populations nord-africaines. Ça a commencé beaucoup en Algérie et ça a touché maintenant tous les pays. Personne n'échappe maintenant. Il faut se dire que les gens, lorsqu'ils sont dans leur patelin, leur village, leur montagne, ils y vivent, ils ont une relation très étroite à la terre, mais ils ont une relation aussi étroite avec les marabouts, les choufas, avec des religions diverses, la religion populaire. Ça veut dire s'il a mal, s'il veut avoir de la chance, si une fille veut se marier, quoi, la première des choses à quoi il pense, c'est le marabout d'à côté. D'à côté, il voit, il demande. Mais malheureusement, lorsqu'il est forcé, il est obligé de faire l'exode vers les villes, les grandes villes, il ne trouve pas de logement ni de travail, et il s'accumule dans les bidonvilles. Et dans les bidonvilles, qu'est-ce qui se passe? Il commence à construire des mosquées. Et ces mosquées ont été investies par des jeunes prédicateurs financés par les pétrodollars saoudiens et qataris, de tous les pays de Proche-Orient. Alors cette relation de l'islam populaire qui l'immunise de toute radicalisation, il n'est plus. Maintenant, il trouve que le signe de la religion officielle et des thèses wahhabites, en quelque sorte. Et ça a permis à que, si vous voyez un peu la carte électorale, le PJD, le Parti islamiste, même si on dit modéré, là où il y a le plus de partisans, c'est là où il y a plus de bidonvilles. C'est des grandes villes, Casablanca, Tanger, Meknès, Fès, Marrakech, en quelque sorte. Alors, j'ai pris l'image de Amir Lift. Il y avait
la mosquée, il y a à côté un marabout. Et les gens, pendant l'été, ils font, bien sûr, les soirées religieuses dans la mosquée ou des trucs. Et après, il y a Hidous, il te trouve un imam qui participe à Hidous. Il n'y a pas de contradiction à cela, à se divertir. Bien sûr, ils le font après Salat l'Acha. Ils disent, mais il est libre en quelque sorte. Ça veut dire un islam ouvert, tolérant, et tout cela. Alors, dans les grandes villes, ça se... Et c'est la même chose qui se passe avec l'immigration. Avec l'immigration, on ne trouve pas le marabout, il ne peut pas transporter avec lui la tombe et tout cela en immigration. Et en immigration, au contraire, les immigrés, bon, c'est la même chose dans le phénomène des grandes villes, ils essayent, les musulmans, de s'unir et de construire la mosquée. Et dans cette construction, ils ne sont pas en train de construire un lieu de culte. Ils se sont en train aussi de s'idéologiser. Parce que il faut le dire, qui a permis la construction des grandes mosquées de tous les centres-là, ça vient de Proche-Orient, et ils ne le font pas gratuitement, c'est pour véhiculer leur interprétation religieuse en cela. Alors le grand danger que je dis du RIF, c'est que le RIF, il est caractérisé par une particularité, le trafic de drogue. S'il y a les terroristes commence à se propager, à se multiplier. À chaque fois, on trouve des cellules, la Berkane, la Taza, c'est un peu la même région totale. Et ils se mettent à contrôler le trafic de drogue. Ça y est, c'est en Afghanistan. C'est ça le grand danger que je vous dis, qu'il peut se passer rapidement. Et si c'est en Afghanistan, ils ont les réseaux, ici en Europe, et aussi en face de leur propre pays. Moi, je le dis, et on gueule en quelque sorte en tant que militant en Nazaire au Maroc, surtout au Maroc, où on est sur le terrain. L'urgence de généraliser l'enseignement de la langue amazigh, l'urgence de reformer les manuels scolaires pour connaître la vraie histoire des Imazighanes qui ont créé des civilisations incroyables, même en Europe. Peut-être je vais étendre un peu sur cette que je termine rapidement. Moi, ça me fait mal. Lorsque j'ai vécu 2 ans à Grenade, tu trouves des Marocains, des Amazighs, tu dis, tu as vu ce qu'ils ont construit les Arabes? C'est comme l'Alhambra, le monument le plus visité en Espagne, ça a été fait par des gens étrangers, alors que c'est ses grands-parents, c'est ses propres aïeux. De quoi être fier, dire nos grands-parents, ils ont créé une civilisation incroyable, l'architecture, l'agriculture, la Giralda de Sévilla, un tas de choses, mais à la fin, avec le nationalisme arabe qu'on lui a enseigné, véhiculé, il est devenu étrange à lui-même et des choses qui ne lui même pas appartiennent. J'estime que vous n'avez pas répondu à ma question. J'allais rebondir. Mais j'ai peut-être mal posé la question aussi, hein, je ne sais pas. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est pas grave, ce que vous avez dit est intéressant aussi. Bien sûr. Donc j'allais justement rebondir sur Illa, donc je suis Chaoui, autonomiste Chaoui. Justement, j'allais poser cette question, donc presque sa question à elle. En fait, le présent du RIF actuellement, on sait qu'en Algérie, il y a les Kabyles qui demandent leur indépendance, il y a des régions autonomistes Chaoui, les Mozabites, etc. Mais quelle est concrètement la réalité d'aujourd'hui et dans le futur des Rifins? Tente-t-il à une république ou, ce que venez de dire maintenant, est-ce qu'il demanderait la mazirité d'Emmanuel, etc., à un pouvoir, au roi? Voilà, c'est ce que la demoiselle a dit, radicalisation. Moi, je trouve que c'est pas la radicalisation, c'est Normalement, les jeunes Rifins, que ce soit à l'université, à travers les associations amazighes,
on a contribué à cela, à faire des colloques internationales, à créer un débat. Et on a le mérite, en tant que mouvement Al-Nazir, d'ouvrir ce débat national sur la régionalisation. Et surtout, ça a venu un peu d'une région très sensible. Le Rif, il est sensible. Il faut se dire, même les coups d'État, ça a venu du Rif. Que ce soit 71 avec Abab, c'est un Rifin, ou en Maqran en 72 avec de l'armée de l'air, ça vient du Rif. Bon, en 84, il y a eu cet soulèvement, et surtout le soulèvement de 58 et 59, et qui a été réprimé par les bombes incendiaires. À l'époque, c'était Hassan qui dirigeait toutes les opérations, le général aux frères, ils ont violé les femmes, ils ont fait, c'était un crime contre l'humanité, il faut le dire. Le Rif, c'est toujours vraiment sensible. Bien sûr, et le Rif, je veux dire, peut-être c'est la région Al-Nazir qui a le plus été traumatisée par toutes sortes de guerres. Les Rifs, ils ont participé à la guerre civile d'Espagne. Ils étaient les premiers aussi à s'impliquer dans la guerre de libération de Maroc. Et la guerre avec les Espagnols, ça a été continuel depuis la conquête de Melilla et de Ceuta. Donc les Portugais ont passé aux Espagnols. Et il y a Melilla qui est la région confédération qaraïenne natale, ma région natale. Il y a eu toujours cette guerre continuelle entre los moros, les mots, ça vient de Mauretanos, contre los Éromines, les Espagnols. Il y a un moment dans l'histoire de chez nous où au lieu que le sultan, parce qu'il y a eu plusieurs sultans, alaouites, au lieu de se mettre de côté des Rifins contre les Espagnols, à l'époque on disait jihad ou contre les infidèles du truc, non, le Marzel tapait les Rifins parce qu'il faut les laisser tranquilles, il y a un accord entre eux, parce qu'il y a des accords commerciaux en contrepartie, on vous donne tout ça. Mais ce que je veux dire, au RIF, on a eu le mérite d'organiser pas mal de colloques internationaux sur la question d'autonomie, de régionalisation, dans le sens, il y a cet esprit parce que les Rifins sont aptes à être autonomes. Et c'est comme les Kabyles, comme les Mozabites, comme les Touaregs, il y a eu toujours cette, comment dirais-je, sacralité à la liberté, sacralité de s'autogérer. Le fait, même en étant converti à l'islam, le droit coutumier a toujours subsisté. La parole, c'est Atashma'at qui tranche plus que le imam de la mosquée. Et en plus, le droit coutumier qui résout les problèmes entre les conflits à l'intérieur de la tribu ou entre les tribus, ça a été toujours appliqué au premier abord. Et vous avez l'exemple de Assoub Assalam lorsqu'il a fait la reddition aux Français. Il a dit la condition, c'est quoi là, si vous voulez que c'est que le droit coutumier soit respecté. Alors l'esprit autonomiste, il est largement partagé. Par contre, il y a certaines personnes, ils brouillent au RIF, j'aurais aimé, c'est un peu notre inspiration, c'est dans les années 20, avait inspiré du peuple du monde comme exemple de libération. Il aurait dû inspirer aussi pour Tamazra, pour l'Afrique du Nord, à s'organiser mieux, à faire face à cet islamisme salafiste rampant, et être un peu à l'avant-garde. Mais malheureusement, il faut le dire, au RIF, tu as des narcotrafiquants, et les narcotrafiquants, au lieu de s'occuper des négociations, des affaires et laisser la politique ailleurs, ils s'y impliquent dans la politique. Et lorsqu'ils s'y impliquent dans la politique, et ça c'est un grand danger, ils y achètent facilement des gens. Alors ils brouillent les cartes. Et certains sont arrivés même à faire de chantage à l'État. Une certaine personne,
les gens vont reconnaître lequel. Il est impliqué dans toutes les affaires récentes, que ce soit les événements d'Uqdim Izik, les événements des Bani Bouayash, dans les événements des saints qui étaient brûlés à la ville d'Al-Husayma. Il est devenu une personne intouchable. Intouchable. Alors, c'est des gens, le fait qu'ils font du chantage à l'État, ils animent certains mouvements qui sont fictifs en quelque sorte, des indépendantistes rifains. Parce que s'ils étaient des mouvements de base, nous on respecte, nous on sacralise la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chacun il est libre de penser quoi que ce soit et de s'organiser comme il veut. Mais ils ont fait des rencontres en Hollande, ils étaient même pas un petit groupe. Même au Maroc, il y a un mouvement, ils se disaient républicains, ils ont fait un appel comme on a fait le 20 février pour sortir dans les rues et personne n'est sorti en quelque sorte. Mais malheureusement, c'est pas du mouvement de base, des gens convaincus qui font ça. Sinon, il y a beaucoup de la manipulation derrière. Mais n'empêche, la question d'autonomie, ça reste toujours mobilisatrice dans le RIF. Et dernièrement, tout le monde fasse des conférences. J'ai beaucoup apprécié l'une des confédérations les plus importantes du RIF, qui arrive à 1 million de personnes, il a fait un colloque sur cette question. Ce sont les Smhajasrei. Là, c'est le bled, le kif, on dit, c'est là où il y a l'agriculture de riz. Il disait, il ne faut pas diviser le riz. Et effectivement, peut-être dans le bas on va le sortir, le projet de régionalisation que le ministre de l'Intérieur, au lieu que le fasse le Parlement ou le peuple ou les partis politiques, c'est le ministère qui est le véhicule aux partis politiques. Il l'a divisé en 3, comme il a divisé le Moyen Atlas en 3, comme il a divisé le Sahara en 3 régions, et ainsi de suite. Oui, bonjour, merci. Moi, je voulais poser une question un peu personnelle, parce que hier, j'ai ouvert votre page. En fait, c'était l'entrevue avec l'Arabia, la chaîne l'Arabia, qui est une chaîne de l'Arabie Saoudite, etc. Donc, j'étais un peu déçu de ce présentateur qui posait des questions sur la mazérité du Maroc et de l'Afrique du Nord. J'étais très déçu des questions qu'il posait et du fait que vous, personnellement, j'ai apprécié votre prestation d'aujourd'hui, mais j'aurais préféré que vous parliez en français, comme vous le faites aujourd'hui, pour répondre et vraiment, justement parce que c'est une chaîne manipulatrice. En fait, j'ai vu de la manipulation dans les questions qu'il posait, ce présentateur. Voilà, donc est-ce que vous avez une réponse, est-ce que vous êtes satisfait de cette émission qui vraiment m'a un peu secoué? C'est vrai, c'était un peu compliqué. Lorsqu'ils m'ont appelé, ils se sont déplacés de Dubaï pour voir. Et ils étaient inspirés d'une interview que j'avais fait avec l'agence turque à Anadolu. Moi, j'attendais pas à qu'il me pose cette agence des questions sur la Palestine, parce qu'on faisait à l'époque toute une campagne nationale, et heureusement ça a été bien suivi par les tribus amazighes de boycott, de recensement contre la falsification du nombre de populations amazighes au fond au Maroc. Bon, il y avait pas mal de questions sur ça, il n'a pas posé à la fin, parce qu'il a su comment j'allais répondre. Mais c'est quelqu'un, bien sûr, c'est un journaliste de Proche-Orient, un journaliste qu'ils ont dans leur truc le nationalisme arabe. Comme je vous ai dit, il s'inspire des idéologies nazistes. C'est pour cela Bachar al-Assad, il ne peut jamais laisser le pas à la démocratie dans son pays. Les nazistes
nationalistes et les fascistes, c'est toujours cette idée-là. Après eux, c'est le déluge. Il faut que tout ça se brouille, sinon il faut qu'ils se maintiennent au pouvoir. Et c'est ça un peu, les panarabistes dans toute l'Afrique du Nord et au Proche-Orient, ils sont à la défensive. Ils sont dépassés par les événements. Ils ne s'y adaptent pas, ils ne croient pas. Ils ont un idéal ancré dans les années 70. Et là, ça choque par exemple, dernièrement au Maroc, quelqu'un il a mis le doigt dans la plaie. Le fait que l'école marocaine, tout le monde reconnaît, c'est un échec total. Ça fait que produire des analphabètes. Ça fait, je sais pas, t'as 100 qui rentrent au primaire, juste 4 qui arrivent au baccalauréat. C'est clair, un échec total. Et quelqu'un avait osé d'enseigner le Darija. Bien sûr, le Darija, il est langue populaire en quelque sorte, qui est les dialectes amazigh. Et tous les nationalistes arabistes marocains, ils ont fait une campagne contre lui incroyable dans les journaux partout pour que ne pas introduire, il le dit en plus, juste introduire le Darija pour faciliter aux enfants l'acquisition de la langue arabe pour qu'ils connaissent mieux. Et c'est ce qu'on recommande en quelque sorte l'UNESCO qui a son siège ici à Paris. Bien sûr, il avait pas mal de questions, mais moi je l'ai répondu avec cette idée de nationaliste amazigh. Même mon arabe, je ne suis pas habitué à parler la langue arabe, je parle plus Darija. Et Darija pour nous, et un peu dans le sens de nationalisme amazigh que je défends, je vais faire un peu de polémique. On aimerait bien que le Darija, qui est une langue métisse entre l'arabe et l'amazigh, s'écrit comme il est une langue consonantique. Il a son lexique, il est plus proche de l'amazigh. Il doit s'écrire aussi en tifina. Il faut qu'on arrive à amazighiser nos dialectes. Alors, juste, en fait, moi aussi, j'ai une question, une petite question, parce que, de toute manière, en fait, la conférence est la conférence sur le mouvement identitaire dans le RIF. Et j'ai une question à savoir, en fait, parce que cette revendication identitaire produit des associations, par exemple, qui demandent l'autonomie, des associations, effectivement, un gros mouvement, des républicains, des gens qui se réclament des républicains, qui se disent républicains, qui se disent voilà pour un RIF, qui se disent pour le rapatriement de la conscience, au lieu de se disperser dans toutes les rues, de la marocanité, dans la majorité, ils veulent se concentrer sur le RIF. Ils veulent faire un État, ils ont un projet peut-être, en fait, c'est des choses qui existent. Que ce soit des bâtiments, que ce soit en Anatole, il y a un certain nombre de militants qui se revendiquent de cette. Donc j'aimerais bien que vous parliez de cela. Et deuxième chose, tout à l'heure vous avez dit comme quoi en fait les Rifaïs se sont engagés dans des mouvements islamistes comme Daesh et autres. Et bien sûr ils sont très intégrés dans les mouvements islamistes marocains. Mais vous n'avez pas mis l'accent sur le rôle néfaste de l'État marocain qui ne fait que détruire le RIF, comme il l'est maintenant, parce que ce qu'on voit avec les inondations dans le sud du Maroc, dans le Sousse, l'État marocain est complètement désengagé. Il n'y a pas de deuil national. Il n'y a pas de. On a vu, vous savez, comme moi, comme nous tous, on sait bien le rôle négatif de l'État marocain dans ce genre. Donc, je cite cet exemple-là pour dire que dans le RIF, c'est exactement la même chose. Pas d'infrastructure. L'État marocain joue exactement un rôle destructeur. Voilà, j'aimerais bien que vous nous dites quelque chose à ce propos-là. L'État marocain, et vous dites en fait que les mouvements, les militants indépendantistes, ils sont minoritaires. Rien qu'à voir en fait les réseaux sociaux, par exemple, qui est c'est virtuel. Oui, effectivement. Je ne dis pas que c'est la vérité de la science. Non, simplement je dis, on peut juste jeter un coup d'œil et se faire une idée.
Et bien sûr, il y aura un colloque qui va se faire en Hollande. Donc c'est des choses parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont rien à tirer de l'État marocain. L'État marocain est complètement absent. Et cet État marocain-là, que ce soit dans le passé ou dans le présent, la politique a été toujours le même. Le cadre, le makhzen, est resté le même. Il ne peut pas y avoir de changement dans un cadre qui est complètement obsolète. Voilà, j'aimerais bien que vous, avant de passer la question. Pour vous répondre, il faut se méfier beaucoup des réseaux sociaux en quelque sorte, de cette virtualité. Nous, on a fait une campagne en faveur de qu'il sorte la loi organique pour la constitution de la Mazir, pour qu'il y ait 1 million de signatures sur Facebook, tout le monde, mais sur le terrain, personne ne ramassait. Bon, c'était pas grand monde à s'y mettre, à ramasser des signatures pour forcer le gouvernement marocain à sortir prioritaire le plus tôt possible cette loi. La même chose, ça nous a passé avec pour la question du boycott du recensement. Tout le monde en Facebook disait ouais, mais si on n'avait pas fait un travail de terrain, de voir les tribus, les gens associatifs dans leur pétlin aux 4 coins du Maroc, on n'aurait dû jamais avoir cette réponse positive à cela. Et le dernier exemple, c'est celle de Marrakech. On avait demandé, il y a un forum mondial des droits de l'homme, toutes les organisations du monde, ils vont y être, et il fallait que notre voix Nazir soit entendue, et que les gens devaient y aller manifester. Et malheureusement, ce qu'on voyait en Facebook, c'était pas ce qu'on voyait sur le terrain. Sur le terrain, ils sont venus que les gens qu'on a contactés par téléphone avec nos réseaux, nos gens, et convaincus du truc. Et ça nous a beaucoup, on était déçus. Comme quoi, au sein même de forum, il y avait plein de militants nazirs, ils n'ont même pas osé sortir un peu du truc pour se manifester en se disant des défenseurs des droits humains et des droits amaziens. Ce qu'il y a, il faut le dire, je l'ai dit, les Rifins, les Kabyles, les Chaouis, les Amazirs de Tunisie, même les Amazirs de Libye, ils sont prédisposés, c'est comme à cette idée d'autonomie. Parce que c'était toujours organisé sous forme de tribus, de confédération de tribus, qu'en elle-même, c'était des micro-États. Cette tribu, il a un gouvernement qui est là, ou Aïtarbe, on les appelle Aïtarbe, qui détient le pouvoir politique de faire la guerre au nom contre les autres tribus, de partager les richesses qu'il y a. Et ils avaient toujours aussi résolu les problèmes issus entre eux sur le partage de l'eau, le partage d'héritage, un tas de choses. Et au RIF, peut-être, on était les premiers à dire, parce que le Maroc, il a accepté une proposition qu'il a déposée aux Nations Unies. Il existe déjà de l'autonomie pour le Sahara. Comme quoi, il devait y avoir un gouvernement autonome et les Sahraouis ont droit à gérer leurs affaires, à promouvoir leur langue maternelle qui est leur culture, et que les richesses du Sahara, que ce soit les poissons, les phosphates, soient partagés entre l'État central et leur propre région. Mais ce qui est surprenant, et nous les Rifins, on l'a dit haut et fort, vous ne pouvez pas offrir un statut d'autonomie pour une région du Sahara et exclure les autres régions, et parmi ces régions, le Rif. Parce que tu crées une discrimination. Il ne peut pas y avoir des citoyens de premier ordre et avoir ce privilège des frottales, d'avoir toutes les ressources naturelles à exploiter, et le priver à la région du Rif, à la région du Sud-Est, au Moyen-Atlas et ailleurs. Et en plus, il y a une chose vraiment importante dans ce truc d'autonomie. Même le Maroc, l'État marocain, il n'y croit pas, parce que dans le projet, et ça contredit, cette proposition déposée à l'ONU, et ça donne aucune crédibilité à l'État marocain, il fait notre loi, proposition de régionalisation, divise le Sahara en 3 régions.
alors que c'est une même région, une même entité. Ce qu'il faut dire, l'autre argument pour défendre dans l'objectivité cette idée d'autonomie, nous on a fait cette rencontre à Nador, on a sorti la déclaration du Grand Rif, après celle d'Al-Husseima, on avait invité des Touaregs, des députés belges, avec nos amis catalans, dans le sens, on le dit clairement, il n'y a pas de contradiction entre la monarchie et l'État fédéral. Le meilleur exemple, et moi ça m'inspire, là où je le dis, c'est la Belgique. La Belgique, à un moment, elle est restée plus d'un an sans gouvernement central. Mais il n'a pas stoppé. Il a fonctionné. Les écoles fonctionnaient, l'administration dispatchait les citoyens, tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gouvernements fédéraux de chaque région qui fonctionnaient parfaitement et ils ont des moyens autonomes à faire bouger tout l'État belge. L'argument de fond, normalement, c'est cette politique de Makhzen, il a fait une marginalisation énorme des régions berbérophones. Savoir le Rif, le Souss, le Moyen Atlas, le Sud-Est. Et il s'est concentré, si vous voyez un peu les grands trucs, même l'autoroute, les grands complexes industriels dans la région atlantique. L'axe, Tanger, descendant Rabat, Casa, Stade, Jadida, en quelque sorte. Et le reste, on l'appelle le Maroc inutile, le Maroc périphérique. Alors, pour s'en sortir, les populations amazighes, elles ont dû forcer ces migrants en Europe. Ici. Et le fait de cette immigration, c'est devenu une grande manne d'argent pour l'État marocain. Et la région qui apporte le plus d'argent au Maroc, de devises, c'est la région du Souss. Ça arrive annuellement autour de 14 milliards de dirhams. Et ça vient ensuite la région du Rif. Avec ces rifins qu'il y a un peu partout, distribués partout en Europe, la moitié, 7 milliards, et surtout les gens de Souss, ils sont concentrés ici en France. Normalement, si on va au Maroc, la région la plus développée qu'il devrait y avoir, c'est le Souss. Et après, ça vient le Rif. Et après, peut-être Rabat, Dourarb, la région de Fès, Meknaz, et trucs, et bien c'est le contraire. Le Souss, vous l'avez vu avec les images, avec les dernières inondations, comment les infrastructures sont tombées comme des châteaux de cartes. La même chose ce qui s'est passé avec la région du Rif lorsqu'il y a eu le tremblement de 24 février 2004. Les gens vivaient dans les montagnes au Moyen-Âge. Il y avait un monsieur qui avait demandé la parole avant toi. Après, ça sera. Non, c'est bon. Ah, comme vous voulez. Allez-y. C'est juste pour être juste. Aziz Flaoun, Nadia Faïssa, secrétaire de la diaspora du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. En fait, vous avez parlé sur la question. C'est-à-dire le thème du débat ou de la conférence d'aujourd'hui, c'est le mouvement identitaire. Donc moi, je suis un peu frustrée parce que je suis venue avec l'idée d'avoir un peu d'éclaircissement, de quelques solutions ou une orientation justement de ce mouvement identitaire. Bon, c'est pas grave. Vous parlez aussi, quand on parle de l'autonomie, ok, l'autonomie, bon, c'est bien un sujet séduisant, mais pour moi c'est valable quand on est dans des pays où il y a les droits de l'homme, où les États sont légitimes, où les gens au pouvoir se soucient du peuple, du bien-être du peuple. Or, ce qu'on voit en Afrique du Nord, on est gouverné par des étrangers. Hein, le Makhzen, on connaît l'histoire des Alaouites, hein, du Makhzen, on connaît d'où ils viennent, donc c'est pas des berbères, c'est pas des gens on connaît l'histoire du gouvernement algérien, de Oujda, donc on est des Amazirs, on est sous la coupa, sous la chapelle des étrangers qui sont venus quelque part, on est des asservis.
hein, si vous voulez. Donc, est-ce que vous parlez comme si ces États-là, voilà, l'autonomie va régler tous les problèmes des Amazirs aujourd'hui, alors que vous savez très bien que ces gens-là sont comme des magiciens, ils ont 1001 tours dans leur réserve, et ils ne laisseront jamais être autonomes. Déjà économiquement parlant, parce que ces gouvernements, ils se nourrissent des richesses de ces peuples, de la spoliation, de la répression, de tout ça, quoi. Donc, pour moi, est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est un faux, c'est pas justement c'est cette régionalisation dont les Amazirs parlent aujourd'hui et cette autonomie justement pour freiner un peu ces revendications, cette ferveur que peut avoir les Amazirs pour leur indépendance. Parce que si on parle de la culture amazigh, si on parle de l'identité amazigh, elle ne peut exister que si les Amazirs aujourd'hui reprennent leur territoire, reprennent leur destin en main. Je pense que c'est pas au bourreau de nous donner nos droits, c'est à nous de les arracher. Et tant que les militants Amazirs aujourd'hui, quel que soit en Kabylie, quel que soit dans l'Azawad, quel que soit dans le Rif ou à Sousse, où est-ce que vous voulez, ne prennent pas cette décision de s'allier à cette idée qu'il faut arracher nos droits et non pas les demander, je pense qu'on fait des pas en arrière et pas en avant. Voilà, je veux juste une question. Qu'est-ce que vous pensez justement du mouvement qu'il va y avoir en Hollande, là, le mouvement du 18 septembre? Pour vous répondre, les droits, ça ne se donne jamais, ils s'arrachent. Il faut s'organiser. Bon, dernièrement au Maroc, il y a eu une certaine réforme partielle de la Constitution. Moi, je dis pour la première fois, la Constitution la Constitution marocaine reconnaît l'amazirité de l'État marocain. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est pas venu de haut, c'est pas donné. C'est des gens qui sont sortis dans les rues. On est sortis partout. Et les zones amazirophones, ils étaient très actifs. Bon, les télés nationales, les radios et la presse nationale, ils ont essayé de censurer cela. Parce que là où il y avait les Amazirs, ça se voyait facilement avec les drapeaux Amazirs. Les nationalistes arabes ne veulent pas y voir cela. Et comme je l'ai dit à l'Arabia, je le répète ici, la manif la plus importante qui a été faite le 20 février au Maroc, c'était à Al-Husseima. Plus de 30 000 personnes qui ont sorti à cela. Pourquoi je dis la constitution marocaine, on a arraché la reconnaissance question amazigh? Parce que dans l'article 5, il est dit, et c'est clair, malheureusement, les gens, ceux qui sont au pouvoir, ils sont conscients. Ils font tout le possible pour ne pas traduire ça sur le terrain. Il dit que la langue arabe, c'est la langue officielle de l'État. Par contre, l'amazigh, c'est la langue officielle de l'État, mais c'est le Mushtarak li Jami' al-Magharib bidun istithna. Il appartient à tous les Marocains sans exception. Mais on voit ce que ça a donné là, son officialisation. Ça a donné, c'est un cadre. Retour en arrière. Non, pas du tout. Au contraire, non, pas du tout, pas du tout. C'est un acquis, mais ça revient à la balle. Il est aux citoyens amazigh, aux militants amazigh, de se mobiliser plus, de faire plus de pression pour que cela soit concrétisé sur le terrain. Je vous donne, dans ce sens, je vous réponds à cela. Lorsqu'il a eu la visite de Zapatero à Melilla, il y a eu toute une campagne dans la presse marocaine contre lui. Il disait, tu viens dans la ville colonisée, quoi que ce soit, c'est pas espagnol, quoi que ce soit. Moi, je lui ai fait une lettre ouverte. Je lui dis, attends, ça c'est la terre amazigh. Nous, les Amazirs, on est hospitaliers. Je lui dis, on n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Soit le bienvenu chez toi et tout cela. Je lui dis, ici à Melilla, il y a des forces politiques, le Parti populaire, le Parti socialiste, ils ont toujours fait, et ils continuent à le faire, obstacle pour que la langue amazigh ne soit pas reconnue dans le statut d'autonomie qu'il a la ville de Melilla, à côté de l'espagnol.
Parce que c'est la langue parlée maintenant par la majorité des citoyens du Mélia. À une époque, c'était 50-50. Maintenant, le fait que la natalité de la population amazigh est plus grande que celle d'origine des péninsulaires là-bas, d'origine européenne, c'est la majorité. Ils n'ont pas voulu. Tu sais, la réponse qu'il avait dit à Zapatero à ma lettre, il a dit, nous, la Constitution espagnole, ils ne contrediront rien ce que tu demandes. Mais c'est aux citoyens al-Nazir du Mélia de la revendiquer, de sortir dans les rues, de faire des manifestations, de faire pression, bien sûr, des mouvements pacifiques pour revendiquer ce droit. Et malheureusement, depuis Amélie, il n'y a pas eu encore ce mouvement. Pour vous dire pourquoi la question d'autonomie, ça dérange nos États, que ce soit au Maroc, en Algérie ou ailleurs. C'est une question de partage de pouvoir. Parce que lorsqu'on parle d'un État d'une région avec autonomie, il y a un certain gouvernement qui gère les affaires de cette région et que les impôts soient discutés, ce qui reste ici, ce qui va, qu'il y ait transfert, discussion entre les uns et les autres. Il y a ce partage du pouvoir. Malheureusement, les idéologies qui partagent tous nos gouvernants, que ce soit le roi du Maroc, que ce soit Abdelaziz Bouteflika ou son frère derrière, que ce soit en Libye, maintenant tout le monde veut accaparer le pouvoir central. Ils ont toujours cette idée jacobin du pouvoir. Le maintenir une petite minorité et ne le partager avec personne, qui ont une contradiction flagrante avec nos propres valeurs des Amazigh. Ce que je voulais vous dire, pour vous dire l'importance, moi je le dis, nous, on a essayé de faire une plateforme politique, on l'appelle Manifeste de Tamazgha, et on est dans ce rôle d'aller sur le terrain, surtout avec les tribus amazigh, de les sensibiliser sur les bienfaits d'États décentralisés en région autonome. Et dernièrement, on l'a fait à Rabat, en invitant les tribus amazigh à qui l'État il veut exproprier des terres. Ils sont partout avec ce problème, c'est un peu généralisé. Et on l'a fait, je ne sais pas, tout un débat pour se convaincre qu'il ne pourrait jamais y avoir de régionalisation, de discussion généralisée sans y impliquer les tribus. C'est la base sociale au Maroc, dans tous les États d'Afrique du Nord et du monde musulman. Je vais terminer pour l'importance d'autonomie. Lorsqu'il y a eu les attentats de Casa, on croyait que l'État marocain, parce que c'est une épreuve forte, dure pour un État, ne s'attendait pas parce qu'ils vendaient l'exception marocaine, que c'était l'islam il est tolérant, que les gens n'arriveraient jamais à cette violence, quoi que ce soit, que les autorités marocaines soient conscientes dans le enjeu. Pourquoi ? Parce que les auteurs des attentats de Casablanca, il y a même un film qui est sorti, ce sont des gens qui sont venus des bidonvilles de Casa. Pour lutter contre le salafisme politique, il faut combattre la prolifération des bidonvilles. Pour combattre cela, il faut faire un travail en amont. Il faut pas permettre que les gens aillent en masse émigrer vers la grande ville. Ça veut dire quoi ce travail en avant? C'est créer des opportunités de développement dans la région d'origine de ces populations. C'est quoi? C'est les montagnes, le monde rural. Et ce n'est qu'à travers l'esprit d'autonomie régionale, des gens s'y impliquent parce qu'ils savent les réalités et surtout la potentialité de développement de leur région qu'ils peuvent le faire. Mais ils ne pourront jamais le faire comme l'avait fait Paulo Domas dans son livre
livre hommage du Maroc, qu'un fonctionnaire de la capitale de Rabat ne pourrait jamais savoir les problèmes que vit quelqu'un qui vit dans le Haut-Atlas ou dans un village de Kbdana au Maroc. Voilà, je rappelle en fait qu'il nous reste déjà 10 minutes, il ne faut pas les dépasser, parce que, bon, donc on va prendre 2 questions. Alors, il y a le monsieur avant vous, et après ça sera, après, bon, 3 questions. Bonsoir, je m'appelle Brahim Mouchet. Soyez bref s'il vous plaît. Je vais être très bref. Merci. Brahim Mouchet, militant de l'homme marocain. Je remercie les organisateurs pour ce débat qui est assez élevé. Je rends hommage à Rachid Al-Kha, qui était un des militants au Maroc qui ont fait avancer la cause de la question amazigh dans notre pays. J'ai pourtant certaines remarques. Je pense que le mouvement amazigh ne peut pas avancer s'il est dissocié du mouvement des démocrates du reste de notre pays, des laïcs, des modernistes, etc. Et ce n'est pas de temps en temps en prenant des raccourcis et des propos parfois peu aimables, peu sérieux, qu'on peut avancer dans cela. Je pense que le problème, par exemple, lorsqu'on dit que le mouvement nationaliste arabe est nazi, c'est des raccourcis trop faciles et qui ne font pas avancer le débat, qui le font reculer. Lorsqu'on considère que de temps en temps, lorsqu'on parle par exemple d'un ennemi de la mazérité comme Abd el-Jabri. Abd el-Jabri qui vit, il est mazère. N'oublions pas qu'Abd el-Khattabi a fini sa vie président du comité arabe du Maghreb au Caire, où il y avait Al-Fassi, où il y avait Bourguiba, etc. Parce que ça correspondait à une période. Nous ne pouvons pas non plus oublier certaines choses. Effectivement, il y a une dictature au Maroc, il y a la monarchie qui a comploté contre l'armée marocaine, les 7000 Goumi que Rachid a cité tout à l'heure, c'était l'armée de Moulay Youssef. La monarchie marocaine a été contre le mouvement du RIF. Je ne pense pas qu'on peut dissocier le mouvement amazigh du mouvement démocrate et du mouvement moderniste dans nos pays, et du mouvement unification du Maroc. Dernière question, je me pose une question. Nous avons eu au Maroc, par exemple, la décision d'utiliser Tifinagh. Qui a utilisé cela, a décidé cela? Est-ce que c'est l'Académie royale de la majorité? Est-ce qu'une décision pareille nécessite peut-être un débat plus important, parce qu'il y a des Amazirs qui ne veulent pas reconnaître les Tifinagh, légitimement ou pas légitimement? Il y a certaines, on décide de faire de la langue amazigh une langue scolarisée. Est-ce que c'est une langue d'enseignement ou une langue enseignée? On n'a même pas posé le problème. Il y a des choses qui sont justes, mais qui sont parfois mal faites. Je vous remercie. Alors, on va rajouter 2 questions. Soyez bref, s'il vous plaît. Vas-y. C'est à vous. Oui, merci. Oui, ça serait après, c'est bon. Parce qu'on arrive à... Oui, Zouf Laouen. Donc voilà, je suis un Mazère d'Algérie, de Kabyle. Et je suis partie au Maroc au mois d'avril dernier. Et je crois que c'est le seul pays au monde où j'ai été, et je n'ai pas dit je suis algérienne. Quand on me posait, on me disait tout cela, ta Mazère, non, pas. Et je crois que pour le problème de la mazérité, comme vous avez dit que c'est l'école, l'arabisation, je crois que il faudrait que les Amazirs se disent qu'on va s'attaquer à la base, c'est l'école. Donc j'ai discuté avec Mohamed Chouto qui est du Congrès mondial berbère là-bas. Je lui ai dit qu'il faudrait que, puisque beaucoup d'Amazirs ont beaucoup d'argent, pourquoi on ne ferait pas des écoles privées, des crèches privées, s'attaquer à l'enseignement, parce que c'est l'enfant qui fait l'adulte. Donc, et quand on n'a pas intégré ses propres codes, on ne peut pas intégrer les codes de notre culture. C'est très important qu'un enfant intègre sa culture d'origine. Et je pense qu'à la base, l'école joue un très grand rôle. Et donc, pourquoi ne pas faire des écoles privées?
bien sûr ouverte pour enseigner la mazir, et bien sûr ouverte sur d'autres cultures. Ça ne nous empêche pas d'intégrer d'autres cultures ou d'autres langues ou d'autres. On peut enseigner en français, en espagnol, en arabe même. C'est pas un problème. Donc je pense, et aussi j'ai discuté avec des jeunes au Maroc, et je crois que certains se disent, au lieu de faire l'autonomie des petites républiques, disons, pourquoi ne pas ouvrir donc la Mazra? Il y a même des mariages qui sont organisés entre Shlah et Maziran et les Kabyles. J'ai assisté à des gens qui sont mariés, des mariages mixtes. Donc c'est une façon aussi d'enlever ces barrières-là entre nous tous, disons. Hein. Donc pour moi, l'école est très importante pour avancer. Merci pour votre question. Salim. Après, ce sera bon. Après, c'est... Azul, Salim Isa, association Chaoui d'ici et d'ailleurs. Voilà, j'ai deux questions dans la même question, ça veut dire dans une relation charnelle, arabité et l'islamité. J'ai pas vu, je suis arrivé un peu tard, dans mon retard. Ma question, j'ai entendu, vous avez parlé sur le dialectal Darija. Darija, c'est une langue inventée par nous, les Amaziens. C'est pas par les envahisseurs. Et chez nous, on s'est abdiqué pour l'envahisseur pour y aller parler avec lui dans sa propre langue. C'est pas lui. Ça veut dire toujours on est lié à cette domination. Je vois que Darija, elle prend place de Tamazirt et pas l'inverse. Darija, c'est le danger aussi. Mazir. C'est pas de l'arabe classique. Et de l'autre côté, parce que le thème c'est le RIF et la question identitaire, toujours, donc voilà, je dis, toujours nous les Amazirs, on est chaud pour les questions et les causes des autres. Ça veut dire, les Mazirin, ils crient Daesh en Irak, en Syrie, et Mazirin les crient. Aujourd'hui, au RIF, ou bien Sahara, jusqu'à maintenant le Sahara occidental, elle n'a pas envoyé ses troupes d'y aller faire la guerre sainte là-bas. Parce qu'ils ont une idéologie d'un peuple qui revendique son indépendance, avec ses propres traditions. Et son idéologie, elle est venue de l'extérieur ou de l'autre. Mais le RIF, est-ce que ça ne risque pas, si demain il peut avoir son autonomie, il ne peut pas avoir wilaya, imara, islamia, province de islamique. Voilà, parce que toujours c'est risqué pour nous. Le fait qu'il n'y a pas... Peut-être je te réponds par la dernière question. Vous devriez savoir le tarifit pour les linguistes. Il connaît beaucoup d'emprunts arabes. Pourquoi c'est la première région qui a été islamisée au Maroc. Avec les Beni Rostom, ils ont fait le Bleket Nkor. C'est là que ça a commencé l'islamisation de la région de Rib. Pour répondre à M. Brahim, nous les Amazirs, on le dit parfois, on oublie pourquoi on milite, surtout des jeunes, sur des trucs. On est avant tout des démocrates. Ce qu'on aspire, c'est d'avoir des États démocratiques. Que le pouvoir soit partagé, que les richesses de l'État soient partagées à toutes les couches sociales, que les régions aient les mêmes avantages les unes des autres. Et c'est la notion même de nos valeurs amaziennes. On est des sociétés égalitaires. C'est pour cela qu'on se fait avoir parfois. On ne veut même pas être gouverné par un autre amazir. On se tue entre eux et ça vient d'autres de dehors. Ou d'ailleurs, on le fait roi chez nous. D'ailleurs, pourquoi? Pour cette notion d'égalitarisme radical entre nous. On ne veut pas que quelqu'un de notre tribu ou de notre région soit plus que l'autre. C'est vrai qu'à Abdelkrim des années 20,
c'est pas le même des années 47 lorsqu'il a débarqué en Égypte. En Égypte, il était pris en étau par une tentative. Bon, il y a eu plusieurs, les historiens, ils en sortent plusieurs hypothèses, ils sont crédibles les unes des autres. L'une, c'est un nationaliste de Tétouan qui a convaincu, on dit, Abdelkrim pour qu'il descende en Égypte, parce que la France voulait l'emmener à la côte d'Azur et l'utiliser contre les sultans alaouites à l'époque. S'ils continuent à revendiquer l'indépendance, ils allaient dire à Mohamed V, oui, c'est bien, ça concerne, que soit te laisse tomber ça, ou sinon on remet à Abdelkrim qu'il a une légitimité plus populaire que le roi Mohamed VI, qui a une légitimité religieuse, en quelque sorte, dans ce sens. C'était un truc, il y a même un dit comment ça a été sorti, un diplomate français au consulat de Caire, il avait parlé ça, mais ils n'ont pas, il a ressorti cela, en quelque sorte, et Abdelkrim lui-même, il n'a pas voulu être utilisé comme une monnaie de chantage. La deuxième, c'est Ibn Abboud, là ça me revient solo, qui l'a convaincu. On disait le travailleur au bénéfice de Franco, des autorités coloniales à l'époque espagnoles, parce que c'est Abdelkrim arrive à être libre en France ou quoi, et il allait mobiliser les Rifins, et les Rifins, il allait se lever contre Franco. Mais il faut dire, Franco, ça lui revient le mérite. Mon père faisait partie de cette armée de libération de Nord. Il facilitait à que des soldats améliens vendaient des armes aux Rifins. Aux Rifins, il y avait un commerce, et les Espagnols faisaient comme quoi ça n'existait pas. Ça veut dire ça a facilité le fait, parce que l'armée de libération s'était créée pour attaquer la France. On est... Alors dans les années 47 jusqu'à sa mort, 63, il était entouré que par les nationalistes arabes. Il est l'un des plus grands défenseurs du nationalisme arabe, qui a permis à qu'il y ait l'accession au pouvoir illégitimement par des coups d'État dans tous les pays d'Afrique du Nord, que ce soit en Algérie avec que ce soit Kadhafi en Libye, que ce soit un peu partout. Il est tentative même manqué au Maroc de Babou et de docteur Omar Khattabi. Il nous l'a confessé officiellement, parce que s'il avait réussi, je ne sais pas si on a le temps, c'est important si vous voulez le savoir, 5 minutes, il allait être le premier président de la République de Maroc. C'est l'attentat de 62 aurait réussi. Parce qu'Amqran et le Gouira, il les a connus, le fait qu'il s'est formé en gynécologie à l'université de Genève en Suisse. Il avait ouvert une clinique à Knetra. Ils sont venus avec leur famille, ces officiers rifins. Ils s'étaient liés avec une grande amitié, le fait d'être des rifins ou des trucs. Et alors, c'est lui qui les a convaincus. Pourquoi pas faire le coup. Et ma femme Amina Ibn Sheikh lui a dit que son âme en paix, docteur Omar Khattabi lui a dit, si ton coup d'État avait réussi, tu aurais dû nous faire toi aussi une dictature arabiste au Maroc. En quelque sorte, ça lui a choqué, parce que Jamal Abdel Nasser finançait et véhiculait cette comme maintenant, actuellement, vous avez Qatar, c'est lui qui finance tous les mouvements djihadistes que vous voyez. Vous allez
Azawad, lorsque les Touaregs se sont soulevés pour avoir leur État, à un moment donné, et d'un seul coup, Ansar Dine, qui était une centaine, une katiba de Iyad Agrali, d'un seul coup, se retrouve avec un millier ou plus d'un millier de combattants. C'est impossible. Et en plus, il y a les preuves comme quoi c'est elle qui finançait tout cela. Il y a même un dernier article, le cri des Amazirs, qui est sur kabyle.com. Un document était sorti de l'ambassade de la Libye. C'est Qatar qui finance Ansar Sharia et tous les salafistes qu'il y a en Libye. Et c'est eux qui sont derrière, malheureusement, le Daesh, il faut le dire clairement. Alors, Abdelkrim, dans les années 50, il était, parce que c'est Jamal Abdel Nasser qui l'hébergeait chez lui, alors il a fait un peu le jeu des nationalistes arabes. Il a accepté le nom المكتب المغرب العربي لتحرير دول شمال افريقيا. Et même l'une des revendications des RIFA en 58-59, ils revendiquaient, il faut le dire, la généralisation de l'arabisation dans toute la région. Je vais en revenir à madame, elle avait bien dit, oui, sur les écoles privées. Il y a une expérience extraordinaire. Il est au Maroc. Et c'est des écoles privées et sont devenues semi-privées. Maintenant, avec l'accord avec le ministère de l'Éducation nationale. Il faut, comme vous l'avez dit, les droits s'arrachent. Donc, à partir du moment où il ne faut pas attendre qu'on nous donne, donc à ce moment-là, avec nos moyens, on pourrait éventuellement faire des écoles, des crèches. C'est très important. Et je vous donne l'exemple, on le dit clairement, c'est une expérience extraordinaire. Surtout, il a le privilège d'être l'une des premières écoles qui a été créée, c'est dans notre village natal, à Benessar, et c'est là où il y a eu ce mérite de ressusciter le Tifina après 2000 ans de silence d'un conte qui a été fait par les Romains. Pourquoi les Romains? Ils ont stoppé rapidement la diffusion et le développement du Tifina et de la langue à l'époque. Ils étaient conscients parce qu'ils se disaient si les Amazirs arrivent à unifier leur langue, ils vont avoir une conscience collective. Ils deviennent un peuple difficile à gouverner. C'est pour cela qu'ils ont divisé rapidement l'Afrique du Nord en 3 provinces, Tangétan, Césarienne et la Numidie. Bon, il me reste 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, je termine rapidement. Peut-être sur ça, il y a une chose qu'elle a dit, madame, très important, absolument important. Le Tifina. C'est l'expérience de la fondation BMCE qui a fait des écoles modernes, ultra modernes, avec des trucs, et il le fait en pleine montagne, dans des trucs, il enseigne aux enfants. Figurez-vous, je vous donne l'exemple de l'école Bouskoura. Ce sont des gens qui parlent que l'arabe, Darija. Ils se croient tous des arabes. Au primaire, qu'ils rentrent à l'école, on leur enseigne 3 langues en même temps, plus le 4, c'est l'informatique. Ils enseignent l'arabe avec le caractère aramien, le français avec le latin, et Talmazat avec le Tifina. Lorsqu'ils terminent le primaire, ils maîtrisent parfaitement les 3 langues et les 3 caractères. Mais ce qui a appelé le plus, parce qu'il n'y a pas d'idéologie ici, c'est fait d'une manière, c'est même avec un chercheur de Paris, un grand linguiste qui est le chef pédagogique de ces écoles. Ce qui est bizarre, ce qu'ils se sont retrouvés bien comme quoi la langue la plus facile qu'ils apprennent le plus à écrire et à lire, c'est le Tamazight. Ils se croient tous des Arabes et des arabophones. Et cette expérience de l'école, l'a dit Bill Clinton, c'est l'un des meilleurs exemples qu'il faut généraliser pour toute l'Afrique, sa propre fondation. Et l'année dernière, il a été élu le projet, parmi 500 projets du monde entier, le meilleur projet d'enseignement pour l'éducation, résoudre le problème de problème. Malheureusement, au Maroc, dans l'État, le pouvoir, ils ont encore cette idée du nationaliste amazir, idéologique, et ils ne pensent rien
ou bien aux deux enfants. Les enfants, ils ne connaissent pas d'idéologie. Il faut leur donner des choses qui répondent. Ils mettent un conseil national pour l'éducation, pour réformer l'école, et les gens de cet enseignement très large, ils étaient exclus. Et je termine, une minute. Vous l'avez bien dit. Hakimi, il a le secret d'y être, il a été dans le Sahara et d'y rester. Parce qu'il a fait des mariages, on va dire, politiques avec des Touaregs. Et les Touaregs, à fin de compte, même ils les protègent parce qu'ils disent Yasser. Pour que le nationalisme amazigh, cet idéal de créer l'État du Tamazgha, des États confédérés comme l'Union européenne, et dans chaque État, il a sa spécificité, son autonomie, il a des régions, et chaque État a du truc. Et on pourrait commencer à le construire si on y arrive à qu'il y ait des mariages mixtes entre les communautés amazighes les uns et les autres. Les uns et les autres, parce que ça crée, ça unifie en quelque sorte la langue, ça unifie l'idée, et on peut faire ce qu'avait avorté l'Empire romain, cet idéal commun qui peut nous unir tous, les Amaziens et la nation amazienne. Voilà. Merci. Sur ce projet de mariage mixte,